Je l'ai appelée histoire d'un fantasme, cette intervention, parce que l'adolescence, en fait, c'est vraiment depuis, je dirais, son invention, parce qu'il y a une invention de l'adolescence. L'adolescence, c'est pas du tout une notion universelle. La puberté, c'est universel, mais l'adolescence n'est pas une notion universelle, c'est une notion culturelle qui a une histoire et qui naît plus ou moins avec la société contemporaine. Plus précisément, les figures de l'adolescent qu'on connaît maintenant, bien sûr, il y a toujours une étape entre l'enfance et l'âge adulte, mais l'idée d'accompagner cette étape de code culturel particulier, de vêtements particuliers, d'une culture particulière, même d'une manière de parler, c'est-à-dire de faire de ces individus qui sont plus des enfants et pas encore des adultes, justement de ne pas les traiter comme des petits adultes. Cette idée-là, elle est relativement nouvelle et elle est totalement articulée à la culture de masse et notamment au cinéma. Et donc, c'est beaucoup un fantasme, les adolescents tels qu'on les connaît, et c'est beaucoup articulé à des images qui vont être diffusées par le cinéma, entre autres. Alors, je vais commencer par une petite histoire des images de l'adolescence qui va être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein, je précise, c'est toujours déchirant, je dois faire beaucoup de choix, donc il y a des choses que je ne peux pas traiter. J'ai choisi toujours des parcours un petit peu différents. Évidemment, on pourra s'attarder sur une chose ou sur une autre. Si on a un petit peu de temps à la fin, vous pourrez me demander. Voilà. Donc, histoire des images de l'adolescence. Vous voyez derrière moi, ici, qu'il y a quasiment autant d'images de l'adolescence que d'œuvres qui traitent de l'adolescence. Et en même temps, il y a aussi des récurrences, des choses qui reviennent. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement d'essayer de retrouver des continuités et aussi des ruptures entre une époque contemporaine et puis une époque antérieure, et de voir quand a émergé un certain type de représentation. Alors, si vous regardez là, je pense que dans le domaine nord-américain, ça condense assez bien un parcours qui est plus ou moins celui qu'on va suivre, même si on ne va pas sur un parcours tout à fait chronologique. À gauche, c'est des adolescents des années 30. C'est le film, la série des films qui s'appelle Andy Hardy. Je vous redonnerai les références précises un peu plus tard, en 1938. En bas, ici, bien sûr, c'est James Dean dans La Fureur de vivre, qui est sans doute le film que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, qui a un peu condensé les motifs de l'adolescent, en particulier de l'adolescent tourmenté, parce que l'adolescence va être représentée comme une période tourmentée. En haut à droite, ceux et celles qui peut-être certaines parmi vous l'ont connu lorsqu'il est sorti, ce film-là, c'est un peu une image, un plan du film clé des années 80 qui s'appelle Breakfast Club, réalisé par John Hughes, et qui est intéressant parce qu'en fait, pour moi, il va bien sûr reprendre un motif qui est celui de la jeune fille un peu mélancolique, mais il va aussi l'inscrire dans une nouvelle logique qui est le film de lycée. Et puis tout en bas, là on est vraiment plus du tout dans du grand public, mais dans du film indépendant. Ici, cette adolescence, c'est l'ouverture qui pointe sur lui-même, cette image assez violente, cet adolescent qui pointe sur lui-même une arme, tout en regardant une caméra. Il est d'ailleurs en train de se filmer dans cette séquence. C'est l'ouverture du film Ken Park de Larry Clark. Alors, on peut un peu dire des images, ce que l'historienne Ludivine de Bantigny a dit des discours sur la jeunesse. Elle a dit « Les discours sur la jeunesse ont cela de captivant. Ils en disent davantage sur ceux qui les écrivent que sur ceux qu'ils décrivent. » Et je pense qu'on peut un petit peu dire ça de l'adolescence. Les représentations de l'adolescence, elles nous disent des choses sur les adolescents réels de l'époque, bien sûr, mais elles en disent aussi beaucoup sur la manière dont les adultes se les représentent, sur les choses qu'ils veulent leur apprendre, sur la peur que les adolescents et adolescentes suscitent chez les adultes, etc., etc. Alors, je vous ai dit que l'adolescence n'était pas une notion universelle. En fait, là je cite, excusez-moi, encore une phrase d'une historienne, jusqu'au XXe siècle, l'adolescente, entendue comme phase de la vie, n'avait aucune reconnaissance officielle. Là encore, bien sûr, il y avait la puberté, évidemment, ce processus biologique qu'est la puberté, mais l'adolescence comme période de la vie n'avait pas été reconnue comme telle. Les individus passaient d'une brève enfance à un âge adulte précoce, sans en passer par cet espace entre deux qu'on nomme adolescence. Et donc toute la question, ça va être comment figurer cet espace entre deux. Il y a plusieurs manières de le figurer. L'adolescence, c'est vraiment une espèce de fabrique iconographique, un répertoire d'images, de stéréotypes qui vont se reproduire et se moduler d'une époque à une autre. J'aime bien cette image de James Dean que vous voyez ici parce que, à mon sens, elle condense à la fois, donc c'est James Dean dans La Fureur de vivre,
Donc vraiment cette première image très très forte d'un adolescent, d'ailleurs avec aussi l'idée que l'adolescence est plutôt à ce moment-là liée à une figure masculine, l'adolescence c'est plutôt l'adolescent, et plutôt aussi articulé, en tout cas pour ce film-là, à un positionnement social plutôt au niveau des classes moyennes. L'adolescent, il va être pensé beaucoup comme l'adolescent des classes moyennes. Bien sûr, il va y avoir des adolescents des classes populaires, mais enfin, ça va être l'archétype. Et donc là, je trouve que c'est une très belle figuration de l'entre-deux, puisque bien sûr, il a cette espèce d'androgynie, en même temps extrêmement sexualisée déjà, mais il est en train d'avaler à la bouteille une bouteille de lait, ce qu'il rattache à l'enfance et à la manière dont il veut justement encore rester ancré dans cette enfance. Donc là, je vous ai donné l'image de l'adolescence. Évidemment, côté littérature, le texte qui serait un peu l'équivalent de La Fureur de vivre, c'est L'Attrape-cœur, que je vous ai un petit peu résumé et traduit ici. Le roman L'Attrape-cœur, je vais vous lire ce passage qui dit vraiment, là encore, cette oscillation. Là, on n'est plus vraiment dans l'entre-deux, mais on est dans l'oscillation constante entre plusieurs âges. Et l'adolescence, c'est celui qui peut passer du stade de l'enfant au stade de l'adulte, voire au stade de l'adulte âgé très rapidement. Et il y a cette espèce d'oscillation permanente qui est très très bien rendue par Salinger ici. Parfois, je me comporte de manière très immature pour mon âge. Autrefois, j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 17. Et parfois, je me comporte comme si j'en avais 13. C'est vraiment marrant parce que je suis grand et que j'ai des cheveux gris. Parfois, je me comporte de manière beaucoup plus adulte que mon âge, vraiment. Mais personne ne s'en rend vraiment compte. Donc évidemment, Salinger, c'est l'idée de donner une voix, une subjectivité à l'adolescent, qui est très importante, de lui inventer un langage ou de reproduire un langage, d'inventer et de reproduire à la fois un langage qui soit crédible. Et puis, c'est aussi évidemment la retranscription de cette expérience fluctuante qu'est l'adolescence. Alors si je reviens sur l'émergence de la notion, il y a beaucoup d'interprétations quand a commencé l'adolescence, mais en général, quand même, les historiens s'accordent pour faire émerger cette attention à une période entre deux, à la période victorienne en Angleterre, en Grande-Bretagne, et ça dépend, disons, autre émergence aux États-Unis après la guerre de sécession, c'est-à-dire après 1865 à peu près. Ça, c'est l'émergence de la notion d'adolescence, en particulier dans les classes bourgeoises de la société, c'est-à-dire celles où on peut se permettre, entre 12 et 17 ans, de ne pas aller directement travailler, mais de prendre un petit peu de temps pour se former, je dirais, où on peut s'autoriser cette espèce d'antichambre vers le monde adulte. Et ces images-là, c'est des vieilles photographies qui sont assez belles parce que, justement, il me semble qu'il y a cette idée, en fait, de légère transgression euphorique, qui est celle qui apparaîtra après dans toute la culture adolescente. Et puis, dans la littérature nord-américaine, vont aussi apparaître des personnages adolescents. Là encore, est-ce qu'ils sont vraiment adolescents? Est-ce qu'ils sont encore enfants? C'est quelque chose qui se discute, puisque c'est un moment où on n'a pas encore inventé les grandes caractéristiques de l'adolescent. Donc, ces personnages, ils oscillent vraiment beaucoup. Donc, on a les 4 filles du Dr Marsh sur ma gauche. Et puis, on a Huckleberry Finn, le personnage de Galopin. C'est un peu un petit garçon et c'est encore déjà presque un ado parce qu'il est en permanence en train de tester les règles, de tester de contrer le monde des adultes. Donc, c'est ces premières apparitions de manière globale je dirais dans la littérature, en littérature. Mais l'adolescence, elle va surtout apparaître par le biais de la psychologie. Ceux qui vont vraiment définir les caractéristiques de l'adolescence, c'est les psychologues. Il y a ce livre qui a été très oublié, mais qui était essentiel lorsqu'il est sorti, qui a eu beaucoup de répercussions, et surtout qui continue à en avoir actuellement. C'est L'adolescence, sa psychologie, écrit par G. Stanley Hall, publié en 1904. Et Stanley Hall, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il va définir, déterminer. Je ne sais pas si je dois dire définir ou déterminer, parce que ce livre va vraiment, je dirais, définir presque des clichés de l'adolescence. Donc, il va définir un certain nombre de traits qui vont revenir après, qui vont se retrouver partout dans la culture populaire. État dépressif, comportement délinquant, recherche de sensations fortes, susceptibilité aux influences des médias, importance des relations au pairs, et puis bien sûr tout ce qui est lié au développement biologique pendant la puberté. Et bien sûr, tout ça caractérise très nettement le rebelle tel qu'il va apparaître dans la culture populaire, James Dean encore, et puis aussi, ce que je vous ai mis en haut à droite, c'est toujours ce film Breakfast Club, dont je vous ai montré une héroïne tout à l'heure. Là, c'est le personnage du rebelle, que vous voyez en haut à droite, mais un peu tombé de son piédestal,
puisque c'est un rebelle qui est quand même obligé d'aller en cours et qui donc va se trouver obligé de socialiser, pouvant plus exactement se comporter avec la même liberté et la même intransigeance que ses prédécesseurs. Puisque je parle du rapport de l'adolescence, ou plutôt de la psychologie à l'adolescence, il faut aussi que je parle du rapport des ados à la psychologie. Il y a ce film qui s'appelle I Was a Teenage Werewolf, j'étais un loup-garou ado, qui sort en 1957, là j'avance un peu dans le temps, hein, je vais faire pas mal de va-et-vient. Et je vous en reparlerai, mais qui parle de la manière dont un adolescent, un jeune homme extrêmement violent, qui est animé par des pulsions très fortes, hein, s'il y en a parmi vous qui connaissent la série Teen Wolf, elle est entièrement imprégnée de ces premiers films des années 50 sur les ados loups-garous. Et c'est la naissance d'une très grande méfiance des adolescents pour les adultes, puisque le personnage de psychiatre ici est présenté comme un personnage extrêmement inquiétant, qui en fait, au lieu d'essayer de guérir son jeune sujet et de canaliser ses pulsions, va effectivement les canaliser, mais pour le transformer en monstre. Je reviendrai sur cette méfiance générale des ados pour les adultes et des adultes pour les ados. Donc j'étais en train de faire un petit peu l'historique, j'en étais à ce bon Stanley Hall qui va nous faire une sorte de psychologie de l'adolescent. Les adolescents qui vont apparaître au cinéma, il y en a, mais ça va plutôt être dans le cadre de ce qu'on appelle des films de pensionnat. C'est-à-dire que les adolescents et adolescentes qui apparaissent ici, en particulier dans cette espèce de classique du film de pensionnat qui est Mädchen in Uniform, jeune fille en uniforme. Il y a eu un remake à peu près 20 ans plus tard avec Romy Schneider. Mais cette première version, donc, c'est une assez belle manifestation de la manière dont on représente pas vraiment encore des adolescentes, mais plutôt des jeunes filles, d'une part comme complètement soumises à un modèle très autoritaire, qui est d'ailleurs présenté de toute manière souvent assez négative, et aussi à cette espèce, mais ça j'y reviendrai, ça n'abandonnera jamais la représentation des ados féminines et des jeunes filles, cette espèce d'ambiguïté. Il s'agit de montrer les adolescentes de l'intérieur et il y a beaucoup de scènes dans des chambres à coucher qui les montrent se changer, aller dormir, beaucoup d'ambiguïté sexuelle et tout ça évidemment est toujours très ambigu entre effectivement une vraie empathie pour ces adolescentes qu'on montre de l'intérieur et puis un côté un petit peu voyeuriste. Voilà, j'ai parlé de ça. Alors je vais continuer sur les ancêtres. Dans le cinéma américain, qui moi m'intéresse quand même plus spécifiquement, parce que c'est là que vont naître les vrais stéréotypes, les vrais types de représentation, on trouve quelques personnages d'adolescentes dans le cinéma des années 20. Par exemple, un mélodrame qui s'appelle Le Lys brisé, et qui comporte un personnage joué par Lillian Gish, qui est une grande star de l'époque, de jeune fille. Mais je dirais que évidemment, elle a l'âge d'être adolescente, mais ce n'est pas vraiment une adolescente. C'est plutôt un personnage classique de mélodrame, la jeune fille de mélodrame dont l'innocence est détournée par un personnage masculin négatif. Beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est ce film qui s'appelle Pollyanna. Alors je crois pas avoir le temps de vous en montrer d'extrait, mais je vous en parlerai quand même un petit peu. C'est un film avec Mary Pickford, autre actrice qui est devenue célèbre très très jeune. C'est vraiment un des exemples des stars, des grandes stars de l'époque, avec une notoriété qui arrive très très tôt dans leur carrière. Et donc dans ce film, Pollyanna, donc à gauche, c'est une image du film. Donc elle joue une espèce de petit ange du foyer, mais minuscule, adolescente, vous la voyez, qui est là confrontée à une espèce de personnage de femme revêche, encore une espèce de gouvernante, et qui va égayer en permanence cet univers extrêmement austère. Et donc il y a déjà quelques traits qui évoquent l'adolescente provocatrice qui arrivera après. J'aime beaucoup l'image sur la droite, qui n'est pas une image du film, mais qui est une image de tournage, et qui montre Mary Pickford se maquillant juste avant de jouer Pollyanna. Et c'est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez vraiment, d'abord parce que ça préfigure l'image de l'adolescente au miroir, qui va être omniprésente dans le cinéma de l'adolescence. Et puis parce que vous voyez peut-être quand même qu'il y a, vous voyez peut-être, c'est subtil, hein, mais l'indifférence d'expression, à gauche, elle joue l'adolescente. À gauche, il y a quelque chose de provoquant, de joyeux, etc. À droite, c'est Mary Pickford, qui certes est très jeune, mais qui est déjà une adulte et qui a la gravité qui va avec la célébrité qu'elle subit déjà. Alors, quand est-ce que vont émerger des figures d'adolescents telles que nous, on les connaît et telles qu'elles nous sont familières? Et à partir de maintenant, je ne vais plus employer le terme d'adolescent forcément, je vais aussi parler de teenager, qui veut dire adolescent en anglais, mais qui me paraît
plus rigoureux pour parler de ce type d'adolescent qui apparaît avec la culture de masse et en particulier avec le cinéma. Ou pour le dire autrement, je vais parler de l'émergence de la culture jeune dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale. Je vais citer la sociologue historienne Nathalie Bavitt qui dit « La catégorie teenager est nouvelle, bien sûr. Elle a fait sa première apparition pendant la Seconde Guerre mondiale. » C'est pas tout à fait vrai, en fait, c'est un peu avant, dans les années 30. Sous l'influence conjointe des industriels et de Frank Sinatra. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'effectivement, l'adolescent, le teenager qui apparaît, avant toute chose, c'est un consommateur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, pour la première fois, ciblé par les industries culturelles. Et donc, à partir du moment où les industries culturelles, industrie du disque, industrie du vêtement, industrie cinématographique, et puis bien sûr littérature, vont avoir une cible en tête, elles vont façonner une culture spécifiquement destinée à ce public-là. Et donc entretenir l'idée qu'il existe une classe d'âge qui a ses propres codes, sa propre culture, son propre univers. Alors, je vous ai parlé de Salinger tout à l'heure. Il me semble qu'en France, on connaît moins ce roman qui s'appelle 17th Summer, en français, L'été de mes 17 ans, qui a été écrit par une jeune fille qui était elle-même assez jeune à l'époque, Maureen Daly, et qui est très intéressant parce que pour moi, c'est la première apparition, pour moi et pour d'autres, d'un roman. C'était pas un roman pour ados au départ, mais comme il parlait à la première personne d'une adolescente de 17 ans et de l'été de ses 17 ans, c'est une évocation très tendre qu'on a souvent critiquée parce qu'on l'a jugée un peu mièvre. Si vous la lisez de près, en fait, c'est assez subtil, assez délicat. Il y a même beaucoup de manières de suggérer la naissance du désir sexuel de manière extrêmement pudique et en même temps très fine. Et donc, c'est vraiment la première apparition d'une œuvre qui s'intéresse à la vie quotidienne et puis je dirais à l'expérience subjective d'une très jeune fille, d'une adolescente, en les prenant au sérieux. Alors ça, c'est côté littérature. Et donc, j'en viens aux premières figures de teenagers au cinéma. À gauche, Andy Hardy. À droite, bon, je pense que je n'aurai pas le temps de vous en parler beaucoup, mais j'aime beaucoup ce film aussi. C'est un film qui a la particularité d'être une des premières apparitions comme adolescente de Liz Taylor. C'est vraiment, sachant que dans celui de gauche, c'est pas elle sur cette image-là, mais c'est une des premières apparitions ado de Judy Garland. Et donc, c'est vraiment les petites fiancées de l'Amérique qui, tout d'un coup, sont autorisées à sortir de l'enfance, plus ou moins. Et puis, en bas, c'est encore une image de la fureur de vivre. Et je vais commencer par la série des Andy Hardy. Donc Andy Hardy, c'est vraiment une série, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de films de Andy Hardy parce que c'est extrêmement populaire. Et Andy Hardy, c'est pour moi la première vraie apparition de figures de teenagers, même si elles ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on imagine comme étant l'adolescent, le teenager. Que raconte Andy Hardy? Donc, encore une fois, il y en a beaucoup, mais alors c'est des films toujours avec Mickey Rooney, ancienne enfant star, et Judy Garland, également ancienne enfant star. Judy Garland n'est pas là dans tous les films, Mickey Rooney, par contre, oui, il est là tout le temps. Et c'est une figure vraiment intéressante dans ces films-là parce que il est vraiment à la charnière entre une vision de l'adolescence comme préparation vers le monde adulte et puis la vision de l'adolescence qu'on connaît nous, c'est-à-dire plutôt comme transgression, jeu avec les règles, etc. etc. On va peut-être regarder tout de suite une séquence. Il y a deux séquences de Andy Hardy que je voudrais vous montrer. Une côté garçon et une côté fille, parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout les mêmes codes de représentation. Je suis désolée, il fut un temps où j'avais un fichier avec des sous-titres, mais là je l'ai repris d'un autre fichier qui n'a pas de sous-titres. Donc c'est pas très grave, vous verrez que les dialogues ne sont pas d'une importance fondamentale. Et pour la deuxième séquence, pour le coup, je vous ai intégralement traduit la chanson, puisque la deuxième séquence est une chanson. Donc la première, c'est Mickey Rooney qui joue donc ce personnage à la fois charmant et insupportable de Andy Hardy, et qui a un objectif, qui est tendu vers un objectif qui est de réussir à, on va dire, deux objectifs qui sont un petit peu subordonnés l'un à l'autre. Le premier étant de réussir à avoir une voiture, et le second, il va avoir une voiture parce que ça lui permettra d'être plus séduisant pour la fille ou les filles, puisque c'est un bourreau des cœurs, il a 3 partenaires, petites amies en même temps dans ce film-là, pour les séduire. Et donc son deuxième but est de séduire les filles, autre trait qui finalement est assez... va caractériser assez bien l'adolescent masculin. Alors, on va... Ok. Alors,
même si vous ne comprenez pas les dialogues, je vais vous demander d'être attentif à la manière dont Mikey Rooney ne joue pas du tout l'adolescent ici. Ce qu'il joue, c'est le petit adulte. Le petit adulte qui essaye de singer ses parents, en l'occurrence son père. Alors avec plus de gouaille, il est entre l'enfant terrible, le galopin, le sale gamin, et l'adulte. Et finalement, il n'est pas tellement adolescent. Et il a une espèce de grande assurance. Et puis dans la deuxième partie de la séquence, évidemment, la séquence à la piscine, vous allez être attentif aux jeux intéressants entre les corps des adolescents. Comment on les représente? Why, I can't make Dad sign a note because, well, Because he don't know that you're figuring on buying this car, huh? Well, sure he does. Well, that is, he just hasn't had time for me to let him know about it. Hi there. Hello. You're 2 hours late. Oh, gee, I'm sorry, Polly. I have bad news for you. I can't go to the country club dance on Christmas Eve with you. Ok, c'est donc cette première vision masculine. Je vais enchaîner directement sur la version féminine. Je vais peut-être pas enchaîner directement, non, parce que je veux quand même vous, encore une fois, comme j'ai pas de sous-titres, je veux quand même vous parler un petit peu de ce passage-là. Donc, je reviendrai ensuite sur les différentes caractéristiques de cette séquence. Et je vais donc vous parler du côté féminin et de Judy Garland, puisque la scène que vous allez voir juste après, donc ici, la jeune fille que vous avez vue là n'était pas Judy Garland, mais celle que vous allez voir maintenant, c'est Judy Garland, qui est représentée de manière très différente de celle d'avant. Vous allez voir que Judy Garland, donc ici, elle chante. C'est une chanson qui s'appelle « Just an in-between », juste une entre-deux, qui est une sorte de représentation fascinante de l'adolescente comme coincée entre deux états. Donc, j'ai traduit pour vous cette chanson. Vous allez entendre Judy Garland chanter. Vous pourrez comme ça vous concentrer sur la manière dont elle la joue, cette chanson. Mais les paroles sont très intéressantes. Et ce n'est pas par hasard qu'on le fait jouer à Judy Garland et pas aux autres filles du film. 5000 fois par jour, une petite voix me dit « Cache-toi derrière un écran. Personne ne doit t'entendre, personne ne doit te voir. Tu n'es qu'une horrible entre-deux. J'ai dépassé le stade des poupées et des petites voitures. Je n'ai pas l'âge de penser au mariage. Je suis trop vieille pour les jouets. Je ne suis qu'un entre-deux. Je ne suis plus une enfant. Les enfants m'ennuient. Je ne suis pas adulte. Les adultes m'ignorent. Et à tous les niveaux, je suis entre deux. » etc., etc. Donc, c'est cette vision-là, en fait, de l'adolescence comme une espèce d'état douloureusement entre deux qui est traduit par cette chanson. Times a day, I hear a voice within me say. Intéressant ici, en fait, dans cette séquence-là, c'est vraiment je dirais la douleur en fait qui apparaît dans cette figuration de l'entre-deux. Elle est littéralement coincée entre deux états. Alors si je reviens un petit peu sur ces deux personnages différents, côté garçon, côté fille, il y a plusieurs choses à dire. Sur Mikey Rooney, je l'ai dit, pour moi c'est une espèce de figure de, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez perçu différemment, mais c'est à la fois un gros bébé et un petit adulte. Et en fait, ce n'est pas tellement un ado. Et d'ailleurs, c'est exprimé tout au long du film par la relation qu'il entretient avec son père. J'y reviendrai parce que c'est un truc assez important. Vous voyez à quel point ce cadre ici est équilibré. Vous voyez comment le cadre figure une relation qui est parfaitement harmonieuse, extrêmement équilibrée. Il n'y a pas du tout de conflit générationnel. Le fils veut devenir le père, veut devenir comme le père et il lui obéit et ils se réunissent dans une obéissance parfaite au père de famille. Ils ont même une belle discussion d'homme à homme pendant laquelle le père lui explique comment ils font se comporter avec les jeunes filles. Donc on est vraiment dans une logique de mimétisme du monde adulte. Vous voyez d'ailleurs là encore comment c'est reproduit quasiment, je dirais à mon avis, le film joue même avec le fait que Mikey Rooney c'est déjà un petit adulte, hein, une enfance ruinée par le fait d'être devenu très rapidement une star à Hollywood. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est, avec laquelle le film joue. Donc il cabotine, mais il cabotine pas comme nous, on a l'habitude de voir cabotiner un adolescent. Et c'est vrai aussi pour toutes les filles, sauf Judy Garland, puisqu'en fait, la première petite amie de Rooney n'est rien d'autre qu'une petite femme, en fait. C'est déjà une petite jeune femme qui se comporte déjà comme une petite jeune femme. Donc ici, c'est des films qui sont intéressants aussi parce qu'ils commencent cette espèce de fascination pour le corps adolescent comme un corps qui est hyper énergique, hyper tonique. Vous voyez l'agilité avec laquelle il sort de la piscine.
Et en même temps, bien sûr, la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a le droit de les montrer se rapprocher? Et vous verrez que non. En fait, lorsqu'ils sont dévêtus, ça c'est systématique. Bien sûr, il y a un moment où il la prend dans ses bras de force et essaie de l'embrasser, mais lorsqu'ils sont habillés. Évidemment, lorsqu'ils sont dévêtus, le film ne se risquera jamais à nous les montrer en contact. Systématiquement, il y a cette espèce de distance, d'écart entre les deux. Et la caméra elle-même, d'ailleurs, reste un petit peu à distance. Ça nous renvoie à une question plus large qui est à quelle distance est-ce qu'on doit se mettre lorsqu'on filme des corps adolescents pour pas, justement, avoir cette dimension de voyeurisme. L'autre élément qui fait que Rooney n'est pas encore un adolescent tel qu'on l'imagine, c'est qu'il est toujours content. Il est éternellement content. Il sourit en permanence, cette espèce de petit rictus inquiétant. Si vous regardez des photos de Mickey Rooney beaucoup plus âgé, il l'a toujours. Cette espèce de sourire systématique, il est toujours heureux. En revanche, donc il n'a pas cette dimension, je dirais, tourmentée, qui va apparaître après. Et puis, il y a cette dimension qui, là, est assez compliquée, c'est-à-dire qu'à la fois, on nous montre comme complètement libidineux, c'est-à-dire que toutes ces conversations avec des filles consistent à leur demander comment elles vont s'habiller, s'il peut les embrasser, etc., etc. Et il leur arrive, vous l'avez vu, il lui arrive de leur sauter dessus, mais il y a une espèce de candeur dans cette sur-libido du personnage. Et je dirais que là, ce que fait le film, c'est qu'il invente un type d'adolescent qu'on va retrouver aussi dans la culture adolescente, que les Américains vont appeler des clean kids, des gamins clean, c'est-à-dire qui sont à la fois un peu sexuels, mais en même temps jamais de manière dérangeante ou perturbante. Et c'est intéressant parce que c'est cette image-là des adolescents clean que vont venir contrer les cinéastes subversifs, transgressifs de l'adolescence qui viendront après. Si j'en viens à Judy Garland, c'est vraiment une vision de l'adolescence féminine comme antichambre de la féminité adulte, c'est-à-dire l'endroit où on attend, on s'ennuie, et on espère vraiment que ça va passer vite pour enfin devenir vraiment une femme, avec toutes les possibilités. Alors, je me suis arrêtée sur cette image parce que cette image montre qu'en fait, à deux niveaux, elle est ennuyée, Judy Garland, parce qu'elle est ado et pas encore adulte, mais aussi parce qu'elle est une femme. Cette image-là, elle rejoint un peu des stéréotypes féminins de la femme comme celle qui attend à l'intérieur. En fait, là, Mickey Rooney vient juste de partir pour aller retrouver une autre fille, me semble-t-il, dans ce moment du film. Donc, il y a vraiment cette image de l'attente et de l'incomplétude. Elle est incomplète, elle est passive, elle doit attendre parce qu'elle est fille et parce qu'elle est adolescente. Et puis, il y a aussi l'idée, ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, de l'adolescente qui est associée à des espaces intérieurs. Les garçons ont le droit d'aller dehors. Rooney lui-même passe son temps à l'extérieur à fomenter des mauvais coups, mais elle est dedans. Elle reste à l'intérieur. Et elle n'a pas le droit de sortir. Elle n'a pas le droit de sortir, mais par contre, elle a le temps de se regarder dans le miroir. Et cette image-là, donc j'ai pas parlé du romantisme, le fait qu'elle attende, elle n'est pas du tout sexualisée, elle, pour le coup. Hein. Là aussi, Garland, il n'y a pas encore le modèle de la Lolita qui s'est imposé, qui va venir après. Elle est extrêmement chaste, en fait. Et les filles de son âge qui sont sexualisées comme des femmes et pas comme des Lolitas. Vous voyez comment en fait, les studios avaient décidé qu'il n'était pas encore temps d'activer cette dimension de Judy Garland. Donc, elle est vraiment présentée de manière extrêmement innocente. C'est une vraie candeur. C'est une vraie candeur. C'est pas une candeur qu'on va utiliser pour la sexualiser comme la Lolita. Et puis, bien sûr, donc, cette image de la femme au miroir, ça va insister sur des éléments qui vont revenir tout le temps, en particulier l'insistance sur l'apparence. L'apparence et puis la question d'un corps qu'elle ne reconnaît pas encore tout à fait. Alors, là, je me suis arrêtée sur le seuil des années 30. Je vais revenir à cette chronologie juste après pour vous parler de ce qui se passe dans les années 50, quand surgit le vrai phénomène de l'adolescent qu'on connaît avec James Dean. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu quelques héritiers de ces deux figures, Mickey Rooney et puis Judy Garland, qu'on peut trouver. Je vous ai dit que Mickey Rooney, c'était l'adolescent content, l'adolescent presque arrogant. Parmi les héritiers, entre guillemets, contemporains, il y a le personnage de La folle journée de Ferris Bueller, réalisé par John Hughes en 1986. Un personnage extrêmement sûr de lui, extrêmement arrogant, qui se fait une crête de punk, mais qui en réalité n'est absolument pas, et se explique qu'il n'est pas du tout politique, et que la seule chose qui compte pour lui, il le dit explicitement, c'est une scène assez hilarante de dialogue, où il dit en cours, aujourd'hui j'assèche les cours, on va étudier le communisme, le fascisme, et le nazisme, mais moi je m'en fiche des ismes. On peut bien être communiste, capitaliste ou fasciste, ça ne changera pas le fait que moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas de voiture. Donc il y a vraiment cette espèce d'autocentrisme adolescent.
Et puis, vous reconnaissez aussi le côté, donc là, il est en train de faire des mimiques devant ses parents pour faire semblant d'être très malade et de ne pas pouvoir aller en cours. Donc cette espèce d'adolescent, là encore, finalement assez lisse, hein, c'est des personnages assez lisses, les personnages de John Hughes, assez satisfaits, qu'il n'y a pas tellement d'angoisse métaphysique sur ce qui va lui arriver. Me semble-t-il, on peut vraiment la mettre dans la lignée des personnages de Mickey Rooney. Et puis, toutes ces scènes de transmission intergénérationnelle apaisée, les scènes où Mickey Rooney parle avec son père, on va les retrouver dans beaucoup de films plus tard, mais en général avec les grands-parents. Alors, je suis un petit peu sortie du domaine américain ici pour aller vers un film qui est un peu l'archétype du film ado en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène de La Boum où Vic demande à sa grand-mère de la coacher pour la conversation qu'elle va avoir avec un garçon au téléphone. Donc là encore, une scène assez apaisée qui n'est pas exactement ce qu'on va retrouver après. Côté filles, donc, les adolescentes en miroir, on va les retrouver en permanence. C'est vraiment un motif très important, le motif de l'adolescent qui se regarde dans un miroir. Alors, je ne dis pas qu'il est propre à l'adolescence, mais on va vraiment beaucoup le retrouver. En particulier dans cette scène de 16 Candles de John Hughes, ici, où la jeune fille se regarde et se dit « Tu as 16 ans, rien n'a changé. Que se passe-t-il ? Il faut que quelque chose se passe. » Donc toujours cette question du corps dont on est mécontente, soit parce qu'il change, soit parce qu'il ne change pas assez, qu'il n'y a pas de manifestation visible de changement. Et de manière générale, ces scènes au miroir, on va les retrouver à plein d'endroits, y compris chez les garçons. On va voir donc d'innombrables scènes de filles qui se remaquillent et qui se pomponnent devant le miroir chez les filles, bien sûr. Mais chez les garçons aussi, par exemple le film Losing It de Curtis Hanson. Losing It, donc ce qu'ils veulent perdre, c'est leur virginité, évidemment. Et donc il y a toute une scène au départ qui est assez intéressante de garçons qui se pomponnent, qui se préparent pour être le plus viril possible pour pouvoir draguer le soir. Mais donc, il indique bien que dans les deux cas, en fait, il n'y a pas d'évidence. Le corps, il faut réussir à le transformer, à le changer, et ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est un processus qui suscite des interrogations. Et ça, c'est aussi dit par ces scènes au miroir. Ça peut même être fait de manière un peu violente. Il y a une scène d'un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Clueless. C'est une adaptation du roman Emma de Jane Austen par Amy Heckerling. Et ça nous parle d'un personnage qui est un peu un personnage type du teen movie, qui est un peu le vilain petit canard, qui est joué ici par l'actrice Brittany Murphy, le vilain petit canard, qui peu à peu va se transformer pour devenir une fille conforme, j'ai envie de dire séduisante, mais en tout cas conforme à ce qu'on attend d'une ado pour être séduisante. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est une scène où vraiment sa copine, qui elle a déjà compris comment il fallait faire pour être séduisante, la force, en fait, il y a une dimension presque violente dans cette transformation. Et je dirais que les films mettent beaucoup en scène cette féminité teen, cette féminité ado. Là encore, dans les films de John Hughes, il y a ce personnage, donc c'est un autre film, c'est la même actrice qu'on a vue dans 16 Candles, qui se fait ses propres habits. Et puis, ça peut même aller jusqu'à la caricature ironique. Là, on est toujours dans Clueless. Et l'héroïne, chaque jour, compose sa tenue par ordinateur. Et l'ordinateur lui dit si elle fait une faute de goût, il y a un bip qui sonne, et puis qu'il y a un nombre incalculable d'habits entre lesquels elle se dépêche chaque matin. Et puis les films interrogent aussi, donc, et ça je trouve ça intéressant, d'une manière finalement beaucoup plus crue, bien sûr, plus directe que ce qu'on avait dans Andy Hardy avec Judy Garland, mais c'est un film qui s'appelle Slums of Beverly Hills, réalisé par Tamara Jenkins, c'est un film indépendant, qui nous montre une fille essayer son premier soutien-gorge devant un miroir. Et cette scène, elle est à la fois assez drôle et en même temps, là encore, elle dit quelque chose sur ce sentiment de malaise de la jeune fille par rapport à ce nouveau corps qui lui arrive. Elle se regarde elle-même, mais elle regarde quelque chose qui lui est complètement inconnu. Et les figures féminines qui l'entourent sont des figures qui ne sont pas du tout rassurantes. Vous retrouverez ça, je pourrais en parler beaucoup, mais une autre scène hilarante de Ginger Snaps, où la jeune fille qui est en train de se transformer elle-même en créature monstrueuse va en parler à l'infirmière du lycée qui pense qu'en fait elle est juste en train de lui dire qu'elle a ses règles. Et donc il lui explique que c'est un moment merveilleux pour les femmes, qui passe complètement à côté des enjeux. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est vraiment, pardon, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est l'élaboration d'un monde à part. L'adolescence comme un monde à part qui existe de son côté et qui existe avec ses propres codes. Et c'est cette idée-là en fait qui va s'imposer, je dirais à partir de 1945 et surtout dans les années 50. C'est vraiment le moment où tout d'un coup on comprend qu'il y a quelque chose comme un univers fermé, une espèce de sphère adolescente qui oppose radicalement les adultes et, je pourrais dire, les jeunes
mais il faudrait peut-être dire plus spécifiquement les ados, et qui ne peuvent pas se comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important dans la culture, dans la représentation de l'adolescence. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que les adolescents aient leurs propres espaces. Par exemple, pour les garçons et les filles, la voiture qui va être figurée. La voiture, ça a toujours été évidemment dans l'imaginaire américain une sorte de symbole de l'indépendance, de la liberté, etc. Mais pour les ados, c'est aussi une manière d'échapper à la sphère parentale avant d'avoir le moyen de se payer leur propre appartement. Et donc, tous ces cadres-là, ce qui m'intéresse, si on regarde vraiment visuellement, c'est la manière dont ces cadres sont des cadres fermés. Cadres fermés, pas pour marquer l'oppression, mais pour marquer cette sphère d'intimité, cet espace d'intimité où les adultes n'ont pas le droit de s'infiltrer. Et donc, bien sûr, il y a la voiture, mais pour les filles, il y a la chambre à coucher. Cette appellation, la culture de chambre à coucher, c'est pas de moi, je la reprends à une théoricienne américaine qui s'appelle Angela McRobbie. Je pourrais donner les références après s'il y en a que ça intéresse. Et qui a justement expliqué la manière dont, là encore, les garçons pouvaient, dès l'après-guerre, s'inventer des espaces à eux à l'extérieur, dans la rue. C'est l'émergence d'un certain nombre de cultures, en Angleterre, les mods, etc. Les filles, elles, si elles voulaient s'inventer leur propre culture, elles étaient obligées de rester dans leur chambre. C'est là que ça allait se passer parce qu'on ne les laissait pas sortir. Et donc, il y a toute une culture de chambre à coucher qui va se développer, au cours de laquelle les filles vont rester à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne s'inventent pas leurs propres codes, mais ces codes sont des codes qui sont liés à l'intérieur. Et donc, il y a toute une espèce d'imagerie comme ça de la jeune fille dans sa chambre. Dans Juno, c'est une figuration une représentation assez drôle du téléphone. Vous voyez qu'elles ont toutes les deux ce téléphone rose qui les unit. Le rose étant la marque de la girliness, côté fille. Et donc, elles sont dans leur chambre, mais elles sont unies par un réseau de communication qui leur permet d'échapper à la sphère parentale. Et ça, bien sûr, cette dimension-là, elle existe déjà lorsque Juno sort, et puis elle va être encore amplifiée par l'arrivée de la culture numérique, des réseaux sociaux, etc. Tout d'un coup, c'est l'idée qu'on sort dans un espace clos, qu'on est dans un espace clos, mais qu'on peut, à partir de cet espace clos, s'échapper pour aller ailleurs. Avec, bien sûr, toutes les inquiétudes que ça va susciter chez les adultes. Et puisque je parle d'inquiétude, cette idée que l'adolescent veut s'isoler, elle est exprimée de manière particulièrement inquiétante et troublante dans le film Ken Park du cinéaste indépendant Larry Clark. Il y a une scène extrêmement troublante pendant laquelle on voit ce jeune garçon se masturber. Alors c'est Larry Clark, donc c'est vraiment montré de manière extrêmement crue. On voit littéralement tout. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la manière dont, en fait, Larry Clark insiste beaucoup sur l'importance et ça, c'est quelque chose qui peut revenir aussi de manière comique dans tout un tas de films, mais qui est ici marqué de manière beaucoup plus sombre et violente, la manière dont cet ado interdit à sa grand-mère, donc fossé générationnel maximal pour le coup, de venir chez lui, dans sa chambre. Elle vient lui apporter un gâteau et il la rejette et il ferme la porte sur elle. Et donc ici, là encore, c'est intéressant que toute cette séquence soit filmée depuis l'intérieur de la chambre, l'endroit où elle n'a pas le droit de pénétrer, l'endroit où elle est interdite d'entrer. Mais donc, c'est vraiment cet imaginaire de la porte fermée qui symbolise visuellement la barrière entre le monde adolescent et puis le monde extérieur. Et on peut la retrouver dans tout un tas de films et de séries, y compris des films et séries très actuels. J'ai pris au hasard dans la série qui a commencé, je crois, en 2018, Euphoria, cette image, encore une fois, de jeunes filles qui interdisent l'accès de leur chambre aux parents. Là encore, on est vraiment dans un imaginaire très fille, des tons un peu roses, comme ça, pastel, etc. Et les parents n'ont pas le droit d'entrer. Alors, j'ai fait une autre capture d'écran où vous voyez juste ça, parce que ça me paraissait encore plus clair. Ce que vous voyez un petit peu là dans l'ombre, juste sur le côté, relégué en bordure de cadre et dans l'obscurité et à l'arrière-plan. Donc, vraiment, toutes les possibilités de marginaliser visuellement quelqu'un. Il est même tout petit, si vous voyez la manière dont c'est cadré. C'est le père qui a l'audace d'essayer de pénétrer dans la chambre de sa fille alors qu'il n'y a pas été convié, chambre dont elle le chasse en le traitant de pervers. Et il s'exécute, il s'en va. Donc c'est vraiment la manifestation du droit des ados à avoir leur espace, son droit d'être chez eux, et les parents n'ont littéralement rien à y faire, comme ça nous est dit, dans le cadre, par le travail du cadre. Ok, je reviens donc à la naissance des stéréotypes et aux teenagers des années 50. Et je me suis concentrée sur deux stéréotypes que vous voyez là et là. Les rebelles, James Dean, et bien sûr, à droite, les Lolita. Puisque ça va être un peu les deux caractéristiques, ou les deux types qui vont revenir le plus souvent et qui vont être retravaillés, convoqués, mais qui seront toujours plus ou moins présents en arrière-plan.
Je n'ai pas le temps de vous passer cet extrait-là, mais je vous en parle. C'est un extrait du film Blackboard Jungle, Graines de violence, qui nous montre, pour moi, c'est un très bel exemple de la manière dont ce fossé entre adultes et adolescents est creusé et manifesté par les films dans les films. Vous voyez comment ici, le personnage se tient loin, toujours loin des adolescents. Le personnage des adultes est toujours séparé des adolescents par une grille, par un cadre, par quelque chose qui les met de chaque côté. Et donc les adolescents sont traités comme des sortes de créatures, des créatures qu'il faudrait dompter et qui ne sont pas nous étant les adultes. Ça marche bien sûr dans les deux sens, puisque de leur côté, les adolescents n'ont aucune envie d'être des adultes. Et donc je vais parler de la naissance de cet adolescent iconique qu'est James Dean dans La Fureur de vivre en 1955. Et on va regarder tout de suite un extrait. Là encore, les dialogues sont pas très important ici. Ce qu'il explique, il vient de se faire arrêter, le personnage joué par James Dean. Ses parents viennent le chercher et ses parents essayent de comprendre quel est le problème, pourquoi leur fils se met toujours dans ces situations. Le père dit « Je comprends pas pourquoi tu n'es pas content, j'arrête pas de t'acheter des choses. Tu devrais être content, je te fais tout le temps des cadeaux. » Et bien sûr, on comprend que le problème, c'est pas qu'on lui fasse des cadeaux ou pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus problématique dans la relation entre le père et le fils, telle qu'elle se définit ici. Ok, on va regarder cet extrait, Rebel Without a Cause, La Fureur de vivre, et soyez attentifs à la manière dont le cadre ici sépare en permanence les adultes et les ados. The kid hasn't got any friends, you understand? Hey, well, tell him and we why we moved moved into here. it. Will you hold it, Jim? Tell him, man, why we moved here. Will you hold it? You can't protect me. Do you mind if I try? Do you have to slam the door in my face? Je m'arrête ici sur cette image, vous voyez à quel point ici on a les codes de l'adolescent tourmenté. Vous voyez à quel point elle s'oppose à la satisfaction éternelle de Mickey Rooney. C'est un jeu qui lui aussi est très travaillé, qui n'est pas du tout un jeu naturel, mais qui manifeste ici de manière beaucoup plus conforme à ce qu'on attend de l'adolescence, cette espèce de tourment, d'angoisse. Pour le coup, l'entre-deux, c'est pas un petit adulte, James Dean, absolument pas. Au contraire, chaque partie de son corps crie et hurle son refus de devenir un adulte, y compris sa cravate. Pour le coup, sa cravate n'a pas du tout le même rôle que la cravate que portait Mickey Rooney. Donc on a vraiment dans le cadre d'un jeu d'acteur et de la construction du personnage qui construit l'adolescent comme radicalement différent des adultes qui l'entourent. Vous voyez comment, par exemple, on avait, c'est peut-être plus parlant ici, ce cadre parfaitement équilibré dont j'ai parlé avec Mickey Rooney à gauche et puis son père à droite, les deux dans un état de parfait échange, par opposition au cadre de La Fureur de vivre qui, lorsqu'il filme les parents, d'ailleurs toujours en contre-plongée, filme l'adolescent comme étant écrasé par eux et qu'il ne les filme jamais vraiment en même temps. On ne les voit jamais. Donc, ils ne peuvent pas coexister dans le même cadre. Et puis, vous voyez aussi, je vous ai parlé bien sûr du jeu d'acteur, la manière dont le jeu d'acteur de James Dean indique cette espèce d'état d'entre-deux trouble, d'ailleurs l'androgynie est importante aussi, qui indique qu'il est en décalage complet. D'ailleurs, cette vision de l'adolescent tourmenté, elle n'est pas propre aux garçons, puisque le personnage joué par Natalie Wood est aussi un personnage extrêmement tourmenté. D'ailleurs, il me semble, je vais vous prouver, mais si vous regardez là, que le jeu de Natalie Wood, pour le coup, emprunte beaucoup au jeu de Judy Garland, cette espèce de moue un petit peu boudeuse et tourmentée, même si pour le coup, elle est beaucoup plus sexualisée que l'était Judy Garland. Donc ce qu'on a ici, c'est une paternité défaillante. Et c'est ce qu'on va retrouver de manière parfois très comique dans tous les films qui vont suivre. Dans American Pie, par exemple, cette scène assez embarrassante et hilarante où le père propose à son fils de lui parler de la masturbation. Et puis ce qu'on va retrouver aussi dans d'autres films, par exemple Elephant. Elephant qui joue, je dirais, qui amplifie Elephant de Gus Van Sant, qui va jouer sur ce modèle-là, puisqu'il va amplifier la séparation par le cadre entre fils et père, en reléguant le fils à une extrémité de telle sorte qu'on ne le voit même pas entier. Et ce qui est intéressant bien sûr ici, c'est que le personnage de l'adolescent troublé, c'est le père qui va le jouer. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'inversion complète des rôles. Ok, j'arrive rapidement au deuxième stéréotype, qui est le stéréotype de la Lolita. Lolita qu'on va retrouver dans un certain nombre de films. Je vais juste dire un certain nombre de choses sur elle, quelques points. Évidemment, Lolita, adaptée du célèbre roman de Nabokov, qui en fait pose la question du regard porté sur une adolescente presque pubère, déjà sexualisée, regardée par un prédateur masculin. Sachant que ce prédateur masculin est parfois présenté comme un pervers dangereux et parfois comme un homme
pour lequel il faudrait avoir de l'empathie. Ce qui m'intéresse, c'est que bien sûr, ce personnage de Lolita, il n'existe que par rapport à l'adulte qu'il regarde. Ça se retrouve évidemment aussi dans l'adaptation de Lolita par Adrian Lyne, avec ce motif plus important ici qui la caractérise plus nettement comme adolescente, bien sûr. Il me semble qu'il y a une image avec un appareil dentaire ici aussi. Ouais. L'appareil dentaire. Et c'est un moment intéressant parce que l'appareil dentaire fait c'est le moment où on arrête, où il devient impossible de s'identifier avec le point de vue de l'homme. Parce que la jeune fille est sexualisée jusqu'ici, pourrait presque être une petite femme jusqu'au moment où on nous rappelle son statut d'adolescente. Et puis, troisième exemple, mais je pourrais vous en donner beaucoup, beaucoup plus, American Beauty, réalisé par Sam Mendes, et même vision d'un homme absolument captivé, fasciné, anéanti, j'ai presque envie de dire, par cette amie de sa fille, c'est pas sa fille, c'est une amie de sa fille, qui correspond en tout point au stéréotype de la Lolita. La Lolita, qu'est-ce que c'est? C'est une jeune fille qui, d'une part, est présentée comme s'auto-sexualisant, en tout cas par la manière dont elle s'habille, extrêmement provocante, mais aussi comme étant directement liée à la culture populaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la Lolita qui s'inscrit dans la culture populaire. Lolita n'est pas une jeune fille traditionnelle. La Lolita, c'est une jeune fille de son temps et qui est fétichisée par un homme adulte entre deux âges, précisément parce qu'elle incarne cette jeunesse à laquelle lui n'a pas tout à fait renoncé. Donc, évidemment, c'est des visions qui sont extrêmement problématiques parce qu'elles mettent en cause le rapport d'un regard adulte sur un corps adolescent. Alors, je pourrais vous parler de la différence avec des personnages d'ingénus qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas tout à fait pareils parce que précisément, ils ne s'inscrivaient pas dans la culture populaire. Mais je préfère me concentrer sur la question du regard qui est porté sur l'adolescence, qui finalement m'intéresse plus ici, et qui était implicite dans la représentation de la Lolita. Alors, il faudrait dire que la question du regard sur les ados, en fait, elle est posée dans beaucoup, beaucoup de films, y compris des films très grand public, y compris des comédies. Par exemple, Beach Party, une série de films, je pense que le titre est assez clair, fête à la plage, fête de plage, voilà. C'est encore une série, je crois qu'il y en a eu 9, de films dans les années 60. Et systématiquement, ces films, qui sont des films sur des ados, nous présentent des personnages de vieux voyeurs qui scrutent les ados avec leurs jumelles, parfois même assistés d'un animal familier. Je ne résiste pas à vous montrer quand même ce passage qui me semble important. Voilà. Je m'arrête là, même si vous avez sûrement l'eau à la bouche à l'idée de voir le reste du film. Mais tous les beach parties sont à peu près sur ce modèle-là. Ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que c'est vraiment un film qui thématise, c'est-à-dire qui pose la question sur un mode très léger du regard des adultes sur les ados. Comment peuvent-ils regarder les ados? Et la question du voyeurisme. Or, cette question-là, évidemment, ici, le voyeur est présent dans le film, mais il y a des films où le voyeur n'est pas présent dans le film, mais est présent en tant que regard. Et de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus troublante. C'est ce qui se passe dans les films de Larry Clark. Larry Clark, photographe qui a notamment passé une grande partie de sa carrière à photographier des adolescents qui posaient pour lui, en particulier des garçons, hein. Et chez Larry Clark, il y a eu d'emblée cette espèce de fascination qu'on peut juger poétique ou malsaine, et sans doute les deux en fait, pour des corps juvéniles, en particulier des corps juvéniles masculins, qu'il s'agissait de scruter dans ce qu'ils avaient de plus intime. Et donc, qu'il s'agissait de capturer. Il y a vraiment cette fascination chez Larry Clark pour capturer quelque chose de la jeunesse qui n'est plus du tout la candeur d'un Andy Hardy, qui est beaucoup moins travaillé que la représentation stéréotypée d'un James Dean dans La Fureur de vivre, mais qui sont pour le coup des adolescents, d'ailleurs réellement présentés encore d'une certaine manière du côté de l'enfance. Donc il y a beaucoup comme ça de portraits. Et toute la question qui est posée en fait par l'œuvre de Larry Clark, pas toujours intentionnellement, c'est où sommes-nous, nous spectateurs? Et est-ce que c'est un regard qu'on a envie d'adopter, ce regard voyeur sur des adolescents? Il y a une dimension empathique, il y a l'idée qu'on est avec eux, qu'on est près d'eux, qu'on nous restitue de manière peut-être plus authentique que ce qu'on trouve ailleurs, ce qui se passe entre les adolescents. Mais il y a aussi quelque chose de profondément troublant dans la position dans laquelle ça nous met, nous, comme spectateurs. Donc on va venir à quelque chose, évidemment, après ces autres clean kids des Beach Party Films, on va regarder
Kids pas du tout clean, ceux de Larry Clark et l'introduction de Kids. J'ai choisi cette scène-là parce c'est juste un baiser, mais c'est un baiser qui est profondément obscène en fait. C'est ça que je trouve assez intéressant. On en reste au baiser, mais ce baiser-là, il est plus troublant presque que serait la suggestion d'un acte sexuel moins habillé. Ok, je m'arrête ici. Vous voyez qu'ici, on est vraiment dans toutes les contradictions de la représentation de l'adolescence. La première, qui est évidemment mise là intentionnellement par Larry Clark, c'est qu'on découvre les peluches à l'arrière-plan, au bout d'un moment. Une manière d'insister encore une fois sur le caractère transgressif du fait qu'on a affaire à des corps de jeunes gens qui ne sont pas des majeurs, qui n'ont pas nécessairement atteint la majorité sexuelle. Je parlerai aussi de la manière dont, paradoxalement, il utilise même la petite culotte ici. Pas du tout, bien sûr, c'est une manière de ne pas la montrer nue. Sauf que Larry Clark n'a pas tellement de problème avec montrer la nudité. La petite culotte de la fille que vous voyez ou pas en bord cadre ici n'est pas du tout une manière de cacher ce qu'on n'est pas censé voir. Au contraire, c'est une manière de la ramener du côté de l'enfance et de l'innocence au moment même où elle est hyper sexualisée par ce baiser, qui bien sûr n'est qu'un baiser. Donc a priori, ce qui est autorisé aux ados, c'est juste du flirt. On n'est pas dans une logique pornographique, sauf que ce baiser, il est filmé en gros plan d'une manière tellement intime et proche qu'elle est extrêmement dérangeante pour les spectateurs. Évidemment, c'est un plan fixe, évidemment, il dure extrêmement longtemps. Donc, toute la question que pose Larry Clark ici, que nous pose Larry Clark, ou qu'on se pose en regardant Larry Clark, c'est voilà la logique de cette fermeture de la culture ado sur elle-même. Que se passe-t-il lorsqu'on nous place, nous, adultes, à l'intérieur de ces chambres dans lesquelles on n'est pas conviés ? Dans quelle mesure ça va tout d'un coup susciter quelque chose de troublant, de perturbant pour le regard, et à quelle distance sommes-nous censés regarder ces corps adolescents à partir du moment où on nous les présente. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, j'ai même un peu dépassé, je vais utiliser les 2 minutes qui me restent pour vous parler du skate parce que j'avais pas forcément envie de finir sur Kids, qui est quand même assez intense. Et sur la question de l'empathie et de l'euphorie. Parce que le skate, c'est un très très bon exemple pour le coup de réappropriation par des cinéastes adultes d'un univers qui est plutôt un univers ado. Alors, j'aime bien montrer plusieurs films en contraste, mais comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste en montrer un 3e qui condense un peu tout ça. Et c'est une série qui est extrêmement récente et qui est intéressante parce qu'elle présente des filles skateuses. Donc je me disais que ça pourrait condenser assez bien. Voilà ce que en général, j'aime, ce qui m'intéresse dans 2 séquences qui sont Retour vers le futur de Zemeckis, l'ouverture de Retour vers le futur, qui nous montre donc le jeune héros faire du skate, et puis un autre Larry Clark qui est Ken Park, dont je vous avais montré une image au début, souvenez-vous, ce jeune adolescent qui braquait une arme sur lui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a dans un cas, si vous le voyez même à la limite uniquement avec ces images-là, dans un cas une image qui certes essaye d'être une image jeune, c'est-à-dire qu'on a quand même l'idée de la vitesse, d'accompagner dans ce mouvement fluide qu'est le skate l'adolescent, mais par moment, et je dirais ça se marque vraiment visuellement, le cinéaste, la mise en scène, je ne sais pas ce qu'on doit dire, et donc le spectateur par extension, comprend que l'ado va trop vite pour lui, qu'en fait il n'arrivera pas à le suivre, et donc humblement accepte sa position un peu à distance. On revient sur cette question de distance ou proximité, se met loin, et le film le laisse partir en fait, le laisse partir, le laisse s'échapper. Et donc pour moi cette image-là, toute l'ouverture de Retour vers le futur, c'est vraiment alterné entre des plans empathiques qui accompagnent le mouvement du skate au ras du sol, et puis ces plans qui le laissent s'échapper, soit des plans où la caméra reste statique et laisse la voiture s'échapper au loin, et l'adolescent sur son skate, soit même des plans en hauteur qui vont le regarder d'en haut et considérer qu'ils ne peuvent pas l'accompagner. À l'inverse, l'ouverture de Ken Park est une ouverture qui joue exclusivement sur l'empathie et la proximité de manière, là encore, presque violente. Ce qu'on nous dit, c'est est-ce que vraiment vous êtes capable, vous adultes, est-ce que vous êtes capable de suivre un adolescent dans son avancée? Est-ce que vous êtes capable d'écouter cette musique? Est-ce que vous pouvez aller assez vite pour lui? Okay. Ouverture de Ken Park.
Ok, je m'arrête là. Après, ça devient beaucoup plus violent puisqu'on le voit braquer une arme vers lui. Et puis, on va en venir au dernier extrait de la séquence, de la journée, de la séance. C'est celui-ci. C'est un extrait de la série Betty, réalisée par Crystal Moselle. Et c'est une série qui montre comment des ados, des jeunes filles vont essayer peu à peu, elles aussi, de conquérir le monde du skateboard. Et donc, c'est la dernière séquence, le moment où vraiment elles réussissent. Je vais vous montrer celle-là tout de suite. Et puis, on pourra en discuter après. Je m'arrête là sur cette image encore une fois, de hordes barbares qui envahissent la ville, mais on est avec elles, on est dans l'empathie, et puis évidemment cette vision de filles qui sortent de la chambre à coucher dans laquelle elles étaient condamnées. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci.